Chapitre 11. Personne n'a essayé d'expliquer comment la bataille avait commencé entre Dillon et le survenant. Toutefois, à partir de ce jour, tout le monde a compris qu'il ne devait pas se moquer d'Angelina Desmarais, ou il devrait des comptes au survenant, qui, désormais, passait pour un vrai galant. Mais les soirées chez les Beauchemins n'ont pas repris comme avant. La plupart ne sont pas retournés veiller chez Didas, un peu nerveux d'être en présence du survenant. Les Beauchemins n'ont presque pas remarqué le changement. Avec les journées de plus en plus longues, le travail continuait jusqu'au soir. Tout le monde pouvait maintenant visiter l'atelier du survenant. Grâce à Angelina, il réparait maintenant les vieux meubles de quelques dames de Sorel, et il construisait toutes sortes d'objets de bois. De semaine en semaine, le survenant prenait de plus en plus sa place, et le père Didas semblait approuver ce nouvel état des choses. Souvent, les deux hommes, en grande amitié, allaient porter les meubles à Sorel. Ils revenaient presque toujours la nuit tombée. Amable et Alphonsine s'inquiétaient un peu, mais ils n'en parlaient pas. Grâce au métier du survenant, et un peu aussi grâce à Angelina, qui l'aidait de sa patience féminine, l'argent entrait comme jamais, l'hiver, dans la maison. Ils ont commencé à considérer le commerce de meubles comme une partie permanente de la terre, et Alphonsine a même songé à acheter un graphophone, ou au moins à remplacer le vieux poêle par un autre, plus moderne, plus léger. Didas n'avait jamais voulu se séparer du vieux poêle. Énorme, il répandait une douce chaleur dans toute la maison. Puis l'été, il servait au rangement. Mais maintenant, Didas serait sûrement d'accord pour vendre le gros poêle. Le temps passait si vite qu'on ne le voyait pas. Un soir, tous ont été étonnés d'entendre de la bouche du commerçant de Sainte-Anne que la glace était trouée. L'hiver tirait donc à sa fin. À ce moment, il a commencé à manquer de travail. Il ne restait pas assez de bois pour commencer de nouveaux meubles. Le survenant a calculé sur un bout de papier. Avec 24 piastres et 57 cents, je pourrais aller à Montréal acheter les outils dont j'ai besoin. Didas, surpris, a quitté la pièce sans rien dire, ni oui, ni non. Les jours suivants, le survenant a été agité. Silencieux, de mauvaise humeur, il tournait en rond dans la maison ou dans les alentours, à la recherche d'on ne savait quoi. Un jour, il a découvert une vieille paire de raquettes qu'il a voulu réparer, et, avec une adresse rare, il a retressé les cordes. « De qui t'as appris ça, survenant? » lui a demandé Amable. « De personne. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père l'ont appris pour moi. » Didas le regardait, travailler, sans fatigue. L'origine de l'étranger l'obsédait. Serait-il descendant d'Indiens, comme le disait Provençal? Son visage et ses cheveux le niaient, mais son habileté et plusieurs caractéristiques le suggéraient. Qui c'était ton grand-père, survenant? Mon grand-père? Je vous l'ai déjà dit. C'était un vieux patenteux comme vous. Pour bien comprendre, Amable a demandé au survenant de répéter son tressage. À la 4e fois, Didas s'est impatienté. « Bon Dieu, Amable, t'as la tête vide. Le survenant va le montrer à Duron et il va apprendre plus vite. » Le survenant a ajouté. « Tout le monde est capable de se servir de ses mains. Regarde autour de toi, Amable. Tout le monde a quelque chose que t'as pas. Duron peut courir une nuit où il pleut sans se cogner sur rien, mais il n'y a pas de mains. Toi, tes mains ont un nez et des yeux de chien, mais tu sais pas t'en servir. » Le temps était gris. Les hommes étaient lents. Une journée, un petit vent, à peine un souffle, est venu se poser sur le visage. « C'est le printemps ou quoi? » Le lendemain, un grand vent a pris sa place.
Puis, le soleil a commencé à chauffer un peu plus tôt et un peu plus longtemps chaque jour. Maintenant, au lieu de reflets bleus sur les routes de neige fraîche, on voyait une eau brune qui reflétait le soleil du midi. Vers la fin de mars, quand l'eau était prête à dégeler, les anciens, hantés par les souvenirs des inondations, ont tous commencé à parler du vieux temps. Un soir, Didas, pour sortir le survenant du silence, a parlé de l'énorme tempête du Vendredi saint de 1865. Il a décrit le fleuve violent, arrachant des douzaines de vies, des bâtiments, des arbres centenaires. Le survenant n'a pas répondu. Didas a raconté la belle histoire de cette jeune femme de 20 ans, sainte et héroïque, qui, un bébé dans le ventre, a demandé à son mari de l'abandonner et de se sauver avec ses 2 autres enfants. Son nom? Une Lavallée. Le survenant est resté en silence. Didas a parlé du sauvetage de Gilbert Brisset, qui a vu sa maison se séparer en 2, puis sa femme, son enfant, sa mère, 2 frères, 4 sœurs, se noyer sous ses yeux. Comment on l'avait trouvé agrippé à un arbre, subissant les vagues depuis 8 heures de temps. Les yeux grands et la bouche entr'ouverte, Alphonsine écoutait. Elle connaissait par cœur l'histoire de la terrible inondation. Mais chaque fois, le père Didas la racontait de façon différente, et il trouvait toujours des détails à ajouter. Mais le survenant, lui, ne disait rien. Alors, Didas a parlé de Louis Désy. « Je vous ai jamais conté ce qui est arrivé à petit Louis. Pour ne pas se noyer, Louis Désy était monté en haut d'un arbre, et le vent le faisait pencher tantôt d'un bord, tantôt de l'autre bord. C'était déjà pas drôle, mais en plus, il a vu la rivière emporter sa maison. Mais c'est pas tout. Il y avait sa femme et sa fille dedans. « Adieu ma femme, adieu ma fille », qu'il a dit en levant les bras au ciel. « On va se revoir au paradis. » Il a fermé les yeux pour ne pas voir le pire, mais les 2 femmes n'avaient pas bien compris. Croyant suivre les indications de Louis, elles ont grimpé sur les murs. Quand il a ouvert les yeux, qu'est-ce qu'il a vu sur le toit de sa maison, comme sur un bateau? Sa fille et sa vieille femme bien en vie qui lui criaient « Bonjour, mon cher petit Louis !» Le survenant n'a pas répondu. Mais soudain, sans même lever la vue, il a commencé à parler à voix basse, comme pour lui-même, de l'animation des grands ports au début du printemps, et surtout des métiers faciles que l'on pouvait exercer dans les bateaux. Il n'a pas parlé des dangers du travail, ni des rats, les rats de navire de la grosseur des chats. Il parlait du port comme d'une personne aimée qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Aux paroles du survenant, le cœur de Didas a accéléré. Il en a senti toute la nostalgie. Il s'est vu de nouveau seul avec Amable et Alphonsine. Il a vu la maison et la terre abandonnée. Le couple s'est levé pour aller dans leur chambre. Le survenant s'est levé aussi, mais Didas lui a fait signe de rester dans la cuisine. Sans un mot, il est allé au cabanon et est revenu avec un rouleau de billets de banque. Il y en avait 24, auxquels il a ajouté 60 cents. À voix basse, il a dit « T'as dit 24 et 57, mais j'en ai mis 60 pour faire un nombre rond. » Il voulait montrer sa générosité. Le survenant a pris l'argent sans rien dire. Didas lui a demandé « Tu penses revenir quand de Montréal? » « Je partirai peut-être demain, peut-être après-demain, mais je resterai pas plus que 2-3 jours. » « Je suis bien content. Tu verras, survenant. Il n'y a rien de plus beau qu'ici. Le printemps va arriver bientôt. C'est le soleil, c'est le vent. C'est la pluie qui mange la vieille neige. Il n'y a rien de plus beau, je te le dis. Chapitre 12. La semaine est passée sans que le survenant ne revienne.
Amable a dit en riant au père Didas. « Votre beau Merle s'est envolé avec votre argent. » Didas a défendu Venant. « S'il revient pas tout de suite, c'est qu'il a ses raisons. » Mais il était inquiet. Encore plus lorsqu'un matin, Beaublanc s'est arrêté à la maison et a commencé à raconter. « Je veux rien dire de trop, monsieur Beauchemin, mais j'ai vu votre survenant faire la fête à Sorel. Il tenait plus sur ses jambes. » Didas s'est retourné et a dit à Amable. « T'as promis à David Desmarais de l'aider à entailler les arbres. T'attends quoi? »« Ouais, j'y vais. Et en même temps, je dirai à Angelina ce qu'il est, son survenant. Un ivrogne, un batailleur, un pas de parole, un... Je t'en prie, fais pas ça, a supplié Alphonsine. Elle est déjà triste puisqu'elle l'aime. T'as pas besoin d'en rajouter. Dès qu'Amable a été loin, Didas a pris le cheval et est parti vers Sorel. Durant la matinée, Alphonsine a trait les vaches et a préparé le repas. Puis, elle a lavé le plancher, heureuse de travailler sans public. Personne ne la verrait se reposer après chaque corvée. Personne ne lui ferait de reproches. Alors que la cloche de midi sonnait, elle est allée verser l'eau sale dehors. Sur la route, il n'y avait pas trace de vie. Le ciel était triste. De petites gouttes de pluie rares se posaient sur ses mains. En se retournant, elle a soupiré de soulagement de voir le plancher aussi propre. Comme elle n'avait pas faim, elle a décidé de manger seulement au retour de Didas, qui devait revenir bientôt. 2 heures ont sonné, puis 3 heures. Elle commençait à trouver le temps long et, pour se désennuyer, elle a feuilleté un ancien livre de mode. À 4 heures, le temps est passé du gris au noir. La pluie tombait maintenant à grosses gouttes. Debout près de la fenêtre, Alphonsine regardait la pluie descendre sur les vitres. Soudain, la jeune femme a sursauté. Un homme s'avançait dans le sentier. C'était Venant. Seul et à pied, il était en fête. Il ne marchait pas droit. Rapidement, elle a allumé la lampe et elle s'est assise dans un coin, au fond. Après avoir marché lentement jusqu'à la maison, le survenant est entré par la porte en levant les pieds de façon exagérée. Comme un arbre dans le vent, il chancelait. Il s'est arrêté, les yeux dans le vide, essayant de se tenir droit, et il a souri en regardant le plafond. L'air sérieux, il l'a examiné avec soin, comme s'il voyait quelque chose qui n'y était pas. Puis, il a cherché de sa main ouverte un endroit où s'appuyer. Sa grande main devant la lampe projetait une ombre énorme dans la cuisine. Alors il s'est remis en marche et il est allé s'écrouler sur une chaise près de la table. À peine assis, le sommeil est arrivé. 2 flaques de boue décoraient le plancher. C'était trop pour Alphonsine. « C'est une vraie honte de boire autant. Et regarde donc mon plancher tout sali, mon plancher frais lavé. Tu devrais avoir honte. » Elle s'est dit. Je savais que ce passant-là nous apporterait juste des problèmes. Mais dans son cœur, le plancher la dérangeait moins que l'état du survenant. Elle était mécontente, oui, mais elle avait aussi pitié de l'étranger, solitaire, qui se croyait fort, mais qui cédait à la première tentation. Le manteau du survenant dégoûtait. Elle le lui a enlevé avec difficulté. Mais même en tirant de toutes ses forces, elle n'a pas réussi à retirer ses bottes. Elle lui a demandé « Si tu voulais m'aider... » Puis, elle l'a menacé. « Je dirai tout à mon beau-père. Il te mettra à la porte. Ce soir. Il fait froid et ça sera bien bon pour toi. » Mais Venant, immobile, ricanait, muet, indifférent et lointain.
Et l'argent? Et les outils? Qu'est-ce que t'en as fait? » Au ton sévère de la jeune femme, Venant à lever les sourcils, dans un effort pour comprendre. Il regardait de tous les côtés. Il a réussi à tourner ses poches à l'envers. Elles étaient vides, sauf un petit crucifix qui en est tombé. Alphonsine a ramassé la croix usée. « Où est mon beau-père? » Après quelques secondes de silence, le survenant a fini par dire « Le père? Il est allé voir sa blonde. »« Tu dis? Parle! » a insisté Alphonsine, inquiète. « Ben quoi? Je suis pas chaud. J'ai juste bu un verre. » « Écoute, la petite mère, donne-moi un autre verre, puis on va parler. Le père Didas, il est en amour avec... Elle a couru au lavabo, a rempli un gobelet et l'a donné au survenant. Il y a trempé ses lèvres, puis a craché l'eau et lancé le gobelet sur le plancher. « Salaud !» lui a dit Alphonsine, indignée. Mais, remplie de curiosité, elle s'est adoucie. « Dis-moi la vérité, survenant. Le père Didas est en amour avec... » Elle a mouillé d'eau une petite serviette et lui a frotté le visage, surtout le front, en allant vers la nuque. Mais il a continué à se taire. Sans le vouloir, elle s'est attendrie. « Personne ne prend soin de lui, » a-t-elle pensé. Elle lui a lavé doucement le visage, comme elle aurait lavé un enfant. De temps en temps, elle lui parlait pour ne pas qu'il s'endorme. Soudain, les mots ont commencé à sortir. Maintenant, rien ne pourrait l'arrêter de parler. Alphonsine ne bougeait plus. La tête du survenant était contre son épaule. Souvent, on lui avait dit que de la bouche d'un homme ivre sortent des vérités. Dans le désordre des phrases, elle a essayé de les trouver. Rien qu'un survenant. Mais je respecte votre maison. Je respecte le père Didas, le meilleur chasseur que j'ai jamais vu. Il est pas comme les Provençals, là, les gros habitants. Mais toute une bande d'ignorants, ils savent rien. Ils savent même pas que le père Didas va se marier avec la Cayenne, la belle à Cayenne. Après une pause, le survenant s'est levé. « Tu vas où? » lui a demandé Fonzine, inquiète. « Je veux aller voir danser le soleil. Le matin de Pâques, il danse le soleil, oui, il danse. » Fonzine a réussi à le faire rasseoir. Il pleurait à chaudes larmes. Pour le consoler, elle a dit comme lui. « Il danse le soleil, il danse. » L'homme s'est tu et elle l'a abandonné au sommeil. Chercher à le réveiller pour en savoir plus? Impossible. La tête du survenant, comme une roche, est tombée sur la table. 1 minute plus tard, il ronflait. Il était près de 7 heures. Alphonsine n'avait pas mangé depuis le matin, mais elle ne sentait plus la faim. Elle a soulevé le couvercle du chaudron. Les patates s'étaient transformées en une purée grise peu appétissante. Elle a jeté le contenu du chaudron avant de le mettre dans l'évier. Dans le réchaud, le lard était si sec qu'il s'émiettait au toucher. La pâte à crêpes, recouverte d'un linge blanc, se gonflait de bulles. Alphonsine s'est simplement versé un peu de thé et l'a avalé, sans sucre ni lait. Sa tête était remplie de pensées. Elle écoutait l'eau de pluie tomber ou bien le toit des bâtiments grincer. En même temps, elle suivait le rythme du sommeil de l'homme. Puis, elle pensait aux petits projets qu'elle pourrait réaliser. Elle pourrait se coudre une nouvelle robe ou encore des rideaux. Le grand ménage du printemps approchait.
Il faudrait travailler de longues journées. Mais pendant ce temps, elle se mentait. Elle essayait d'oublier les paroles du survenant. Serait-il possible que son beau-père se remarie, qu'il amène dans la maison une nouvelle femme, une étrangère? Qu'est-ce que Pierre Combe-Provençal penserait? Et Amable, pauvre Amable. Et Marie-Amanda, donc, elle qui attendait un enfant. Et Alphonsine, elle qui avait déjà tant de difficultés à se faire valoir comme maîtresse de maison. Que ferait-elle à côté d'une autre femme, une ancienne qui savait comment faire, qui écouterait le père Didas et serait écoutée? Puis la terre revenait à Amable. Et si Didas voulait la passer à l'étrangère? Elle s'est imaginée sans maison, vivant dans la rue, mendiant son pain de maison en maison. Soudain, une énorme angoisse l'a envahie, et son cœur s'est serré. Elle a senti une si grande détresse que son âme se noyait. Un pressentiment terrible l'a fait frissonner de la tête aux pieds. Elle voyait le malheur arriver, tel un oiseau de proie, patient et lent, qui se jette finalement sur sa victime. Après la noyade d'Éphrem, Mathilde était morte. La grand-mère avait suivi de près. 3 deuils en 3 ans, une tristesse dure à supporter pour la famille. Un malheur n'arrive jamais seul. Et pour compléter la malchance, le survenant se déchait des routes, se fend le vent, s'était arrêté au chenal du moine. Comment nommait-il la femme? Ah, oui, la Cayenne. Un surnom sûrement. La Cayenne. Où avait-elle déjà entendu ce nom? Maintenant, il n'était que 3, Didas, Amable Didas, et elle, pour s'occuper de l'héritage des Beauchemin. Alphonsine a observé la cuisine, accrochant ses yeux à chaque objet familier. En face, une seule image religieuse décorait le mur. Un saint Antoine avec l'enfant Jésus dans les bras. Les mêmes cheveux blonds et bouclés, les mêmes traits. Le visage de l'homme semblait un agrandissement de celui de l'enfant, auquel on aurait ajouté une barbe. Au-dessus de la porte d'entrée pendait une croix en bois. Un jour, Éphrem était allé couper du bois et avait trouvé une croix d'une si belle forme naturelle qu'il l'avait rapportée. Au milieu des cadres de bois grossièrement sculptés au couteau par un ancêtre artisan, se trouvaient les portraits de 2 des Didas Beauchemin. Ils étaient 6 générations à porter le même nom. Une barbe au menton, les épaules robustes, le regard droit et le front haut, ils régnaient puissants, sévères, sur la famille. Dans l'honnêteté et le respect, ils avaient vécu des vies de misère, avaient été bûcherons, navigateurs, poissonniers. Ils avaient écrit la loi des Beauchemin. C'était aux descendants de suivre cette loi. À genoux près du poêle, Alphonsine a commencé sa prière du soir. Mettons-nous en présence de Dieu. Mais son esprit était occupé par trop de choses. Soudain, elle a eu une pensée. Mathilde Beauchemin, qui était si près de Dieu, pourrait peut-être lui parler directement. Elle a donc commencé à prier. « Bonne sainte Mathilde Beauchemin, vous ne voulez pas qu'une autre femme prenne votre place? Ou la nôtre? » Toujours à genoux, elle a commencé à se parler. « Que je suis folle de m'imaginer tant d'histoires! J'aurais jamais dû parler avec Venant. » Puis elle a écouté. Pour toute réponse, un ronflement et le sifflement du vent. Elle est allée ajouter une bûche à la braise mourante. Ainsi, elle se sentirait moins seule. Le feu lui tiendrait compagnie. Mais de nouveau, elle s'est sentie impuissante, comme si elle avait été seule au monde à vivre un tel malheur. Elle agonisait en silence. Elle avait tant de peine, elle pleurait si fort, qu'elle a dû mettre ses 2 mains sur son cœur pour qu'il n'éclate pas.
Elle a pleuré toutes les larmes de son corps jusqu'à s'endormir, la tête dans les mains. Son sommeil agité la faisait bouger de tous les côtés. À 10 heures, elle a été réveillée par le froid. Venant dormait dur, et Didas n'était pas de retour. Dehors, une tempête suivait la pluie. Les chemins devenaient impassables. Elle a éteint la chandelle et s'est dirigée vers la chambre. Elle s'est endormie du même sommeil agité pour se réveiller au milieu de la nuit. Dans la cuisine, Didas parlait seul. « Didas, Beauchemin, t'es pas capable de boire sans te saouler, hein? Eh ben, je t'interdis de boire pour le reste du mois. Pas une fois, tu m'entends? Réponds. » Alphonsine a attendu qu'il se taise. Puis, avec la lampe, elle s'est dirigée vers la cuisine. Didas était couché par terre près du poêle, le chien à ses côtés. Elle a essayé de le convaincre d'aller au lit, sans succès. Alors, elle a pris un oreiller et l'a mis sous sa tête. Puis, elle est allée chercher une couverture. Quand elle est revenue, de nouveau, la tête de Didas reposait sur le plancher, et l'oreiller de duvet se trouvait dans ses bras. Chapitre 13. Alphonsine n'a pas tout raconté à son mari. Toutefois, Amable, en apprenant que le survenant avait dépensé en folie à Sorel l'argent qu'on lui avait donné pour le voyage à Montréal, s'est senti heureux. Finalement, le père d'Idas se rendrait compte et il mettrait l'étranger à la porte. Mais Didas ne l'a pas fait. Loin de là. Il a parlé de façon claire, comme un vrai Beauchemin, dont la parole est loi. Avant l'arrivée du survenant, notre bois dormait l'hiver et ne nous rapportait rien. Depuis que le survenant s'en occupe, il nous a rapporté proche de 115 piastres, en plus de mon canot dont je suis très content. Je lui ai donné 13 piastres et demi pour une paire de bottes. Et il a dépensé 25 piastres pour le voyage dont tu parles. Ça nous laisse au moins 75 piastres. Les Provençales offraient une chambre à la petite maîtresse d'école toute une année de temps pour ce prix-là. Quant au survenant, il a fait une erreur, je l'admets. Ça se reproduira pas. Même si c'est pas toujours une méchante chose de faire un écart ici et là. Ça montre qu'il n'est pas l'homme fort qu'il se pensait. Alphonsine et Amable ont échangé un regard d'étonnement. Le jeune homme a dit à son père: « Ouais, il a dû vous conter des mensonges encore. Vous trouvez pas qu'il a assez mangé de notre nourriture? En tout cas, il n'y a pas de travail pour 3 hommes sur la terre. Ou au moins, il n'y en a pas pour un homme qui a une telle passion pour l'alcool. » Le survenant, qui entrait dans la maison, a entendu les dernières paroles d'Amable et a dit: « Il n'y a peut-être pas de travail pour toi, Amable, mais il y en a pour moi. J'ai peut-être une passion pas très saine, je l'admets, mais j'ai pas de défauts. Toi, t'as juste des bonnes habitudes, mais t'as tous les défauts. » Alphonsine a rougi jusqu'aux cheveux. Le survenant a bâillé comme s'il s'ennuyait. Il a continué: « Je renie pas ma passion. J'aime la boisson, ça se voit. Tu peux pas comprendre ça, parce que tu connais rien en dehors de ta tranquillité. Profites-tu des journées de beau temps? Ah, non. Demain, ce soir, il peut mouiller, ça change rien. T'as jamais envie de sortir, du moment que la terre dure aussi longtemps que toi, après, never mind. T'es comme une fourmi qui se défait de ses ailes quand elle n'en a plus besoin. Pourquoi des ailes? Pourquoi voler? Elle n'en a plus besoin. Pauvre Amable, c'est pas juste ta faute. Avant toi, les Beauchemins devaient courir les bois, naviguer, commercer. Mais toi, t'es né avec ta vie déjà gagnée, fils d'un gros habitant. Une famille, c'est comme le sel. L'eau de pluie tombe du ciel, pénètre la terre, prend le sel, puis va au ruisseau, aux rivières, puis à la mer. L'eau s'évapore avec le sel, puis il retourne à la terre quand il pleut. On dirait que tout doit recommencer dans ce monde. Didas,
qui jusque-là n'avait pas prêté attention, l'a interrompu soudain. « Ouais, mais c'est jamais la même mot qui repasse. » Étonné, le survenant a ri, puis a poursuivi. « Je te le dis en amitié, amable, si tu fais pas attention, dans 10 ans, dans 15 ans, tu seras un vieil avare qui vit seul. Là, t'auras des vraies mauvaises habitudes et en plus, tu seras pauvre. » Amable a répondu, vexé. « Chante toujours, beau merle, chante-nous tes chansons. Tu vas bien nous endormir. » Venant a éclaté de rire, mais le père d'Idas a cogné du poing sur la table. « Assez discuté, vous deux. Le travail vous attend. » Le soir, le survenant est allé comme d'habitude reconduire Angelina et passer une partie de la soirée avec elle. Après plusieurs hésitations, elle lui a dit « Pâques arrive. Encore 10 jours et ce sera le 27 mars. Penses-tu passer la fête comme ça? »« Je comprends pas. Veux-tu parler du carême? »« Je te renierais si tu le faisais pas. C'est pas de ça que je parle. Je veux dire, habillé comme ça, avec tes vêtements de tous les jours. » L'habillement n'a pas une grosse importance pour moi. Mais si t'as honte de moi, la noire, je peux m'assurer qu'on ne nous voit pas ensemble. Réfléchis donc. Tu sais que ton linge est fini. Il t'en faut du nouveau. J'ai pas l'argent pour ça. Je parle pas de t'habiller avec du nouveau, des pieds à la tête, mais un peu plus richement. Si j'étais toi, je chasserais le radeau ce printemps. Je peux te prêter des pièges et Zuron est un vrai chien à rat. Tu peux te ramasser plus d'une centaine de belles peaux avec un peu de chance. Même si tu partages avec le père d'Idas, ça te laissera pas mal d'argent. Comment ça vaut, les peaux? De 7 à 12 cents. Puis, je peux aussi vendre la chair. À la fin de chaque semaine, Angelina tenait un kiosque au marché de Sorel. C'était la meilleure pour préparer le radeau. De plus, selon la saison, elle préparait des marinades ou des terrines. Très bonne marchande, elle réussissait à vendre tout à gros prix à une clientèle choisie. « Mon doux, » a continué Angelina, « on a connu des printemps où des chasseurs prenaient jusqu'à 700 rats. » Puis elle a ajouté, un peu plus faiblement, « Pour l'habillement, je peux t'avancer l'argent. » Venant a voulu lui prendre la main, mais elle l'a retirée. Ils arrivaient à la maison. Angelina est entrée en premier. Après qu'elle ait allumé la lampe, le survenant a vu 3 billets de 5 $ sur le coin de la table. « Écoute, chérie. » Se penchant vers l'infirme, il a cherché son regard, mais il l'a trouvé si pur qu'il a baissé le sien. Il a pris l'argent sans ajouter un mot. Angelina embellissait. L'amour la transformait. Il ne l'avait jamais remarqué avant. Cette fille farouche et pure qui, sans penser trop loin, offrait de l'argent à un homme qui lui rappelait le raisin sauvage qu'elle avait cueilli un jour près de la maison des Beauchemins. Le fruit était amer, et elle avait jeté la première grappe au loin. Puis, peu à peu, elle en avait mangé d'autres, y avait pris goût, et avait toujours envie d'en manger plus. À voix basse, au cas où son père ne dormait pas, Angelina a dit « Boire, c'est une bien mauvaise habitude. À l'avenir, agis comme un homme survenant. » Il a fait signe que oui. « Samedi à midi, » a continué Angelina, « après le marché, je pourrais aller avec toi à l'ami du navigateur pour que tu puisses acheter de bonnes choses. » Elle, si peu orgueilleuse d'habitude, s'est sentie fière à la pensée d'être vue avec le survenant, dans la rue des Magasins, à Sorel. Bernadette Salvaille la prendrait bien vite. Distrait et nerveux, Venant n'a pas répondu. À tout moment, il touchait les billets de banque dans sa poche et il regardait l'horloge.
Après 15 minutes, alors qu'Angelina sortait son sac à ouvrage, il a dit en se levant. « Ça va pas ton tricotage, la noire. Je peux pas veiller tard ce soir. » Sans plus d'explication, il est parti. Mais, arrivé au chemin, au lieu d'aller vers la maison des Beauchemins, il a pris la route de Sorel. Le lendemain, l'eau est montée sur la glace et Venant a voulu chasser le rat musqué tout de suite, sans mettre de piège, sans amener Zuron et sans prendre de conseils. Il a préparé le fusil et est parti, tantôt à pied sur la glace, tantôt dans l'embarcation. La nuit froide avait fait se former un peu partout une glace mince. Venant, inexpérimenté, est tombé dans un trou où heureusement l'eau était peu profonde. En se relevant, il a vu des canards voler dans la baie. Même s'il était tout mouillé, rapidement, il s'est caché derrière un buisson. Les canards sont passés proches. Mais le fusil avait touché l'eau et n'est pas parti du premier coup. Venant a attendu. Bientôt, une autre bande est passée tout proche. Il a tiré et en a descendu 2 au vol, mais il n'avait tué qu'un seul rat de toute la journée. Voyant la triste chasse, le père d'Idas a souri. « Il est peut-être trop tôt, » a dit Venant. « Voyons donc, j'ai connu des années où on chassait le rat après un peu de pluie dans le mois de janvier. La fourrure valait moins cher, c'est vrai, parce que l'animal n'était pas de saison. Mais la chair était aussi bonne. Demain, j'irai te montrer la vraie manière. » En fin d'après-midi, Zuron a fait des bruits inhabituels à la porte. Amable est allé ouvrir. Le chien, le nez levé, attendait à côté de 2 superbes radeaux qu'il avait apportés. Amable, en ricanant, a dit à son père. « Perdez pas votre temps à lui enseigner la chasse, il aura juste à prendre ses leçons de Zuron. » Au petit jour, Didas et le survenant sont partis. Ils avaient près de 40 pièges à poser. « Passe-moi la pelle, » a ordonné Didas. Didas a commencé à creuser partout où il y avait des traces de rats, sur le bord de l'eau ou près des souches d'arbres. Le survenant l'a aidé à faire des trous, à y placer les pièges, puis à les cacher. De son côté, Zuron chassait. Il suivait les pistes comme un professionnel. Le travail terminé, les 2 hommes se sont reposés. Ils avaient les mains sèches et en sang. Le survenant a pris de la poche de son manteau une petite bouteille de gin et a demandé à Didas. « Vous prendriez une petite gorgée pour vous redonner de l'énergie? »« Je prends rien, » a protesté Didas fièrement. Cette fois, il ne s'est pas demandé où le survenant pouvait se procurer de quoi boire et s'est dit « Je m'en mêle plus. Je m'en mêlerai plus jamais. » Même l'insistance du survenant n'a pas changé sa détermination. « Essaye pas, survenant. Tu perds ton temps. Le carême est commencé et je me décarêmerai seulement le jour de Pâques au matin. Pas avant. » « Je veux pas vous démentir, père Didas. Pourtant, hier matin, dans l'étable, vous sentiez pas juste le thé. Vous aviez pas l'air solide sur vos jambes et les animaux se méfiaient. »« J'avais rien bu, je venais de déjeuner. »« Déjeuner? Aïe! Pas rien que du lard, hein? C'est pas à moi que vous ferez croire ça. » D'un grand sérieux, Didas a expliqué. « Si tu veux savoir la recette, je vais te la donner. Je me casse 2 œufs dans un bol de bonne grandeur. Je vide dedans un demi-carton de crème et je le remplis de whisky. En pensée. C'est mon déjeuner, quoi. » Puis, subitement pressé, il a ajouté. « Oh non, on va à la maison. Maintenant que tu connais la manière, tu chasseras le rat tout seul, survenant. Si tu mets un peu d'effort, tu devrais en attraper une 30aine par jour au moins. »« Ouais, on va y aller. Peut-être bien que votre déjeuner vous attend. » Le père d'Idas a souri malgré lui. Quand ils sont arrivés au quai, un étranger les attendait.
Didas lui a fait un salut de la main et a laissé l'autre parler en premier. Avant d'expliquer le but de sa visite, il a sorti une bouteille de whisky et en a offert aux deux hommes. Didas a refusé net. Mais brusquement, il a ordonné à Venant. « Prends mon coup, survenant !» Alors, ils ont commencé à discuter de choses et d'autres. L'étranger a dit qu'il faisait le trafic des peaux de fourrure, et Didas a dit immédiatement. « Le radeau sera bien rare ce printemps, j'ai peur. Je me demande où il est. On le voit presque plus. Une chasse de 2-3 rats par jour, c'est beau. Demandez au survenant. Hey, survenant, combien t'as tué de rats dans ta journée d'hier? Un rat. Vous voyez? À son tour, le trafiquant, aussi malin, a remarqué. Il est décourageant de voir comme le rat musqué n'est plus à la mode. On comprend pas la raison. Les femmes veulent plus le porter. C'est comme s'il était moins bon qu'avant. Didas l'a interrompu. Le rat du ruisseau ou le rat du nord, peut-être, mais le rat des îles est trop bon pour ça. Le trafiquant a compris qu'il ne gagnerait pas la discussion. Il a baissé la voix. C'est pas pour mon plaisir que je ramasse les pots. Je fais pas une scène de profit dessus, mais il y a une petite clientèle qui est bien heureuse. Ils ont négocié encore un peu, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord sur un prix pour la chasse de la saison. 10 cents la peau. Tout le long de la conversation, chaque fois que le commerçant proposait une gorgée de whisky, le survenant devait avaler à une double portion, sur l'invitation de Didas Beauchemin. « Prends mon coup, survenant !» Le samedi saint, vers l'heure du midi, les habitants qui vendaient leurs marchandises au marché de Sorel se sont dépêchés de rentrer chez eux. Comme convenu, Angelina a attendu le survenant. Après l'avoir attendu jusqu'à 2 heures, elle est allée à l'Ami du navigateur, puis a visité les magasins proches, en revenant fréquemment à l'endroit prévu de rendez-vous, sans trouver le survenant. Pour passer le temps, elle est allée toucher les tissus, marchander un vêtement pour un autre, mais l'œil toujours tourné vers la porte. Pour échapper au harcèlement du marchand, elle est sortie. Alors, elle a commencé à faire des allées et venues sur le trottoir en face de l'hôtel que fréquentaient les habitants. Dès qu'un homme entrait dans l'auberge ou en sortait, rapidement elle détournait le regard innocemment. Dans la rue, un vieux enlevait la glace sale qu'il lançait sur les bancs de neige sur le côté. Parfois, Angelina fixait une limite. Elle fermerait les yeux et compterait jusqu'à 50. Si, en les ouvrant, le survenant n'était pas là, elle passerait son chemin. Mais le soleil baissait et Angelina attendait toujours. Le ciel prenait des teintes foncées à l'approche de la nuit et tout changeait d'apparence. L'eau se transformait en glace. Angelina grelottait. Le froid se glissait dans son dos. Le vieux qui entretenait la rue avait vieilli soudainement. Elle-même s'est trouvée blanche et les yeux creux en se regardant dans la vitrine. À son oreille maintenant, les pelletées de glace sonnaient comme la terre qu'on jette dans une tombe. Toute rapetissée, la tête dans les épaules et les mains dans les manches, elle allait et venait, pareille à une petite vieille perdue et qui ne peut pas décider où aller. « Cherchez-vous quelqu'un, mademoiselle? » Elle a sursauté. Les yeux perdus, elle a regardé autour d'elle. Le vieux lui parlait. Il ne semblait pas avoir de mauvaises intentions. Toutefois, elle a hésité avant de répondre. Les mots semblaient bloqués dans sa gorge. D'une voix incertaine, elle a demandé. « Vous auriez pas vu entrer à l'hôtel un grand roux à tête frisée? » Le vieux a fait signe que non. « Pauvre demoiselle, des têtes frisées, il y en a des douzaines sur la terre. Et c'est pas tous des enfants Jésus. Allez donc dans votre maison, votre place est là, bien plus qu'ici. » Angelina a rougi de honte. Mais l'homme a vu une telle détresse dans son regard qu'il a eu pitié d'elle.
Si je le vois, votre rouquin frisé, je lui dis quoi? Qu'il est attendu au chenal du moine. En se retournant, Angelina a senti son cœur bondir. Beaublanc avançait vers l'autel. Elle n'a pas réussi à cacher son visage rempli de larmes. Déjà, il lui disait « Si c'est le venant au beau chemin que vous cherchez, attendez-le pas. Je viens de le rencontrer avec sa compagnie dans la petite rue. » L'infirme a reçu cette déclaration comme un coup dans la poitrine, mais elle a eu le courage de ravaler ses larmes. Et si Beaublanc allait répéter partout, chez Pierre Comte Provençal, chez Bernadette Salvaille, chez les Beauchemins, qu'il l'avait vu errer devant l'autel? Bien sûr, Angelina souffrait de croire que le survenant ne l'aimait pas. Mais à la pensée que les gens du chenal connaîtraient son désespoir, sa douleur a augmenté. Et que penserait le survenant à la nouvelle qu'elle l'avait attendu alors qu'il était avec une autre? Il rirait peut-être de son grand rire? Elle s'est rassurée. Il ne le ferait pas. Beaublanc non plus ne dirait rien. Sa situation de vieille fille infirme la protégerait du bavardage. Une seule idée lui restait en tête, retourner à la maison. La voix douce et triste, elle a dit « Je cherche personne, Beaublanc. Enlève les idées croches de ta tête. J'avais une poussière dans l'œil, c'est tout. » Courageusement, elle a essuyé ses yeux brûlés de larmes et est partie. Le lendemain, à la sortie de la messe, Angelina, le cœur encore serré, est retournée rapidement vers sa voiture, sans parler, sans lever la vue sur personne. Tout à coup, elle s'est arrêtée. Son cœur battait fort contre sa poitrine, comme pour en sortir et courir jusqu'au bonheur. Elle y a mis les 2 mains et a écouté. Dans le midi bleu, un grand rire clair se mélangeait à la cloche, et les 2 signifiaient le bonheur. Angelina a tourné légèrement la tête. Parmi un groupe de jeunes paysans, elle pouvait voir le survenant, les cheveux roux au vent, contrastés avec le ciel bleu pur. Il a aperçu Angelina. D'un pas mou, il s'est avancé vers elle. En déboutonnant son manteau, il en a pris une petite boîte. « Tiens, la noire, un cornet de bonbons pour toi. »« Pas un cadeau pour moi. C'est trop de bonté, survenant. » Le cœur d'Angelina, après l'angoisse et les larmes de la veille, était maintenant lavé de toute peine et préparé à accueillir la joie. Elle n'a même pas remarqué que le survenant portait les mêmes bottes, le même manteau rouge et vert rapiécé aux 2 coudes. 3 jours après, la population du chenal s'est réveillée pour le trouver presque libre de glace. L'eau grise a entraîné la neige dans la rivière toute la journée, puis le lendemain, et de moins en moins chaque jour. Soumis au rythme éternel de la nature, les gens du chenal ont senti devant ce changement le même soulagement qu'ils avaient senti en automne lorsque le pont de glace s'était formé. Chapitre 14. Maintenant, un peu de neige seulement couvrait la terre. L'eau était déjà haute, et les eaux des lacs se sont ajoutées. Puis, la fumée du premier paquebot est venue traîner dans les arbres. Comme emprisonnée, elle est restée longtemps à la vue avant d'aller mourir dans le chenal. Depuis leur arrivée, les canards sauvages voyageaient dans le ciel, non plus par bandes, comme à l'automne, mais par couples, en attendant de fonder leur famille. Quand ils sont passés au-dessus de la tête de Didas, il les a regardés jusqu'à les perdre de vue. Les yeux remplis de plaisir, il a pensé. Au bout de ma terre, il y a des plants de sarrasin inondés. Les canards y cherchent sûrement de quoi manger. Pourtant, je vais bientôt sortir mon fusil. Parce que la saison légale de la chasse n'était pas arrivée, il a attendu que Pierre Comte Provençal s'éloigne pour abattre ses premiers canards. La pleine lune d'avril a apporté les inondations attendues.
Après cela, pendant des jours et des jours, la terre a séché, s'étirant paresseusement au soleil avant de se réveiller complètement. Enfin, un matin, c'était vraiment le printemps. L'eau du chenal était redevenue claire et verte. Parfois, ses courtes vagues scintillaient de reflets d'argent. Souvent, le survenant les regardait sans relâche. Un midi, il a entendu un bruit étrange. Il a tendu l'oreille. Plus qu'un murmure, un chant, une musique incomparable remplissait le marais. De partout à la fois, de la rivière, de la terre, une musique montait, grandissait. Elle enveloppait le chenal du moine. En un hymne de vie, les grenouilles remontaient à la surface de l'eau et célébraient la lumière du jour. Après une bonne pluie, une odeur végétale terreuse a rempli l'air. Les fougères sortaient la tête. Puis, le premier pissenlit a fleuri près de la prêle des champs. Dans la bergerie, les brebis bêlaient devant l'agitation des agneaux. Didas ne voulait pas les faire sortir, sachant que lorsqu'ils auraient goûté l'herbe, ils ne voudraient plus du lait de leur mère. Marie-Amanda avait eu son 3e enfant. À la première belle journée après l'accouchement, elle est venue le montrer à Didas et le lui a mis dans les bras. Maladroit, inquiet, le vieux, des gouttelettes de sueur au front, l'a gardé un instant collé contre lui. Mais le petit, qui avait déjà de l'énergie, bougeait tellement que Didas l'a rendu à Marie-Amanda. « Prends-le, j'ai trop peur de l'échapper. »« Ça vous va bien pourtant, » a remarqué le survenant. Pendant les jours qui ont suivi le départ de Marie-Amanda, la maison apparut à tous plus grande et silencieuse, surtout à Didas, qui était exigeant envers Alphonsine. Pour un même plat servi 2 jours de suite, il s'est fâché. « Pourtant, vous aimez ça, le ragoût, mon beau-père? »« Ouais, mais c'est pas parce qu'une chose est bonne qu'on doit en manger tous les jours. » La bru cherchait en vain la raison d'une telle rigueur. Mais tout allait bien au chenal du moine. Depuis Pâques, Venant n'avait pas bu. Il était assidu auprès d'Angelina et serviable à David Desmarais, et on se disait que le voisin aurait bientôt un gendre. Angelina prenait soin des fleurs de la maison comme des enfants. Quand elle en parlait, ses mots venaient du cœur, ils étaient tendres, doux et chauds. Chez les Beauchemin, le poulailler, grâce au survenant, rapportait plus que jamais. « Et si je suis encore en vie l'année prochaine, disait-il, vous aurez des poules qui pondront en hiver. » Amable a souri devant l'invraisemblance du projet. Venant a continué à exposer ses plans. On pourrait semer du trèfle. Le journal d'agriculture dit que si on met un peu de fumier, on peut faire des merveilles. Et pourquoi pas un carré de fraises? Les 2 premières années sont un peu dures, mais après, on n'a même pas besoin de s'en occuper. Amable l'a interrompu. « Aïe! Ambitionne pas sur le pain béni! Qui va s'occuper de tout ça? » Mais Didas était d'accord avec tout ce que le survenant disait. Grâce à lui, il serait bientôt un aussi gros habitant que Pierre Combe Provençal. Vers le milieu de mai, les travaux de peinture ont commencé. Un jour que les Beauchemins s'occupaient de repeindre l'intérieur du cabanon, Beaublanc est arrivé. À son regard fuyant et ses paroles vides, tout le monde a compris qu'il avait une nouvelle à annoncer. À son habituelle introduction, « Je veux rien dire de trop, mais... » Didas l'a arrêté. « Parle ou tais-toi. » Au bout de quelques minutes de silence, il a dit, sans pouvoir se retenir. « Puisque vous voulez le savoir, j'ai vu un homme dans votre ancien canot de chasse, celui que vous vous êtes fait voler l'automne passé. » Didas a sursauté. « Hein? Qu'est-ce que tu dis là? » Heureux de l'effet qu'il avait produit,
Beaublanc a répété la nouvelle. « Es-tu bien sûr? » a insisté Didas. « Je suis passé juste à côté à la sortie du chenal de l'île aux raisins. Il y avait de la brume, mais j'ai bien vu le canot. Si vous voulez pas me croire... » Comme tous les menteurs, Beaublanc se vexait lorsqu'on ne le croyait pas. « As-tu reconnu le voleur? C'est quelqu'un du pays? » a demandé Fondine. Je le connais pas. C'est un étranger, je pense. »« Maudits étrangers !» a commencé Amable. Venant a éclaté de rire. « C'est ça, Amable. Prends le fusil et tire-les tous un par un, ceux qui sont pas du chenal du moine. » Didas l'a interrompu. « Prépare la chaloupe, Amable. On va au lac. »« Ah, y a pas de presse. On ira demain. Le gars partira quand même pas au vol. »« Faut être bien innocent pour parler de même. Viens-t'en, survenant. »« Mais le cabanon, » a protesté Fondine. « Allez-vous le laisser comme ça, à moitié peinturé? » Sur un ton décidé, Didas a répondu. « Never mind. Le cabanon attendra. »« Voyons, » a pensé Fondine. « Voilà mon beau-père qui sacre en anglais comme le survenant. » Didas s'est installé à l'avant de la chaloupe. Ils ont traversé le chenal à la rame, puis le survenant s'est dirigé vers la rive nord. « Garde toujours l'œil sur le fort de l'île aux raisins. C'est facile de se perdre dans les îles. » L'eau était haute. En avançant, le survenant s'étonnait devant le paysage, différent de celui qu'il avait vu l'automne passé. En même temps, il avait l'impression de le reconnaître, comme s'il l'avait déjà vu, à travers d'autres yeux, ou comme si un voyageur lui en avait fait la description. Il voyait les arbres étirer leurs grandes branches comme de grands bras accueillants, pour attendre le vent, le soleil, la pluie. Certains avaient les racines bien installées dans l'eau de la rivière. D'autres portaient les blessures que la glace avait laissées sur leur tronc. D'autres, finalement, portaient déjà des bourgeons, prêts à éclater et à laisser sortir de grandes feuilles vertes. Tout près, un couple de sarcelles se promenait. Ni l'une ni l'autre n'a eu peur à l'approche de l'embarcation. Le sentiment de la vie était si fort qu'il surpassait la peur naturelle de la mort. La chaloupe naviguait maintenant dans un chenal de lumière entre l'ombre de deux îles. La lumière reflétait le vert tendre des feuilles, la clarté bleue du ciel et la transparence de l'eau. C'était une lumière chaude de promesses, de vie, de recommencement. Une énergie inutile a envahi le survenant. Il aurait voulu abattre un arbre, vaincre un ennemi ou construire une maison de pierre. Toute sa force voulait sortir. En se penchant pour voir plus loin, la chaloupe a penché avec lui. « Attention !» lui a dit Didas. « Tu vas nous noyer ?» Le soleil chauffait. Venant a senti ses épaules pénétrées de chaleur. Il a enlevé son manteau et a demandé. « Nagez-vous, père Didas? »« Non, on nage pas ici, mais on sait naviguer. »« Comme les coureurs des bois. » Puis, après une courte réflexion, Venant a ajouté. « Beau chemin. Le premier du nom devait aimer les routes? »« T'as raison, survenant. Les premiers beaux chemins ne tenaient pas en place. Ils étaient deux frères, un grand, un petit, mieux que deux frères, de vrais amis. Le grand s'appelait Didas. Le petit, j'ai jamais réussi à savoir son nom. Deux hommes forts, travaillant vifs. Ils venaient des vieux pays. Ils avaient quitté père, mère et pays pour refaire leur vie et devenir leurs propres maîtres. Ah, ils allaient d'un bord à l'autre du pays. Comme ils avaient entendu dire qu'il y avait du bois en masse et des arbres vraiment hauts, ils sont arrivés au chenal, tard en automne, avec leurs haches, avec l'idée de repartir au printemps. Seulement, pendant l'hiver, le grand est tombé amoureux d'une femme et y est resté. Au début, ça demandait pas juste le courage d'un homme,
mais aussi celui d'une bonne femme travaillante pour résister dans le pays. La rivière qui montait, à chaque printemps, jusqu'aux maisons, faisait qu'on devait toujours tout recommencer. Il s'est donc marié, et c'est comme ça qu'on est arrivé au Chenal du Moine. L'autre Beauchemin a continué son chemin tout seul. Soudainement, le survenant a commencé à chanter. La pêche sera bonne, amis, partons sans bruit. La pleine lune donne presque toute la nuit. Mais sans le laisser terminer, Didas a continué. Il faut qu'avant l'aurore, nous soyons de retour pour admirer encore les merveilles du jour. Puis, il a continué à raconter. Tout ce qu'on a su de lui, c'est que parce qu'il était fâché contre son frère, il n'a jamais voulu porter le nom de Beauchemin. Il s'est appelé Petit. Petit, a dit le survenant. Pas Beauchemin dit Petit. Sûrement. Pourquoi? Ça me surprend parce qu'il y a eu des petits dans notre famille. Sa grand-mère était une Petit. Serait-il du même sang que les Beauchemin? Rien d'impossible. Et il en serait fier. Mais en pensant à ce qu'avait dit le père Didas au sujet des premiers Canadiens, il s'est perdu dans ses réflexions. Pour refaire sa vie et devenir son propre maître. C'est pour cela qu'un petit nombre de Français sont venus s'établir au Canada au début de la colonie. Celui qui décide de sortir de son milieu est toujours un aventurier. Le Français, une fois Canadien, préférait exploiter une terre de la grandeur de la main plutôt qu'un énorme domaine seigneurial où il ne serait que le serviteur, où il devrait toujours servir quelqu'un. Sans s'en rendre compte, il avait pensé tout haut. Didas n'a pas fait de commentaire. Il était rempli de respect et d'admiration pour cette façon de parler. Le survenant s'est tu. Didas a pensé. Il a tout pour lui. Il est pareil à moi. Fort, travaillant, adroit, capable de se défendre et toujours curieux. Le vieux se comparait au survenant, jusque dans ses défauts. Ah, il aurait tellement aimé retrouver en son fils amable Didas un tel prolongement de lui-même. Alors, comme signe d'amitié pour le survenant, il a voulu lui apprendre un secret. Le malheureux qui porte dans son cœur un ennui, s'il cherche plus loin, sur les routes, un remède à sa peine, c'est pour rien qu'il quitte sa maison, son pays. Partout, jusqu'à la mort, il emportera son ennui. Mais Didas n'était pas habile pour parler. Il a cherché ses mots. S'il avait dû rassembler un troupeau de moutons, là, il aurait été adroit. Mais des mots seulement pour les mots? Au moment de parler, une gêne subite lui a serré la gorge. L'éducation du survenant l'intimidait. Mais Didas rêvait. Le survenant ne repartirait pas. Très vite, il épouserait Angelina Desmarais. À son tour, il s'installerait au Chenal du Moine pour le reste de ses jours. Il serait le premier voisin des Beauchemin et peut-être même un jour maire de la paroisse, puis, qui sait, préfet, député, bien plus haut placé que Pierre Comte Provençal. Quack! Dans un puits sec, un canard a frappé la chaloupe, qui a penché des deux côtés. Didas s'est réveillé. Brusquement, il a demandé. « Survenant, dis-moi comment t'es venu à t'arrêter au Chenal. » Aussi brusquement, le survenant a recommencé à ramer sous le grand soleil. Soudain, il a avoué, en riant. « Ben, je finissais de naviguer, j'avais bu tout l'été, puis l'hiver allait être long. » À l'entrée du lac, le grand vent leur a frappé le visage. Le survenant a arrêté de ramer, et Didas a placé les rames dans le bateau.
il a vu son canot de chasse, un homme à l'intérieur. Il est allé droit à lui et lui a ordonné « Débarque! Donne-moi mon canot! » L'autre s'est défendu. « C'est votre canot? Moi qui cherchais partout à qui il pouvait bien être. Il était tout seul sur l'eau, je l'ai pris. Débarque tout de suite! » Venant est intervenu. On n'allait pas abandonner un homme en plein lac quand même. Il fallait le reconduire. Didas montrait encore sa colère. « Non, qu'il débarque tout de suite, qu'il me donne mon canot. Je les connais, ces maudits-là. Ils bégaient pour se chercher une excuse. Tout ce qu'ils ont, un poêle, une encre, ils l'ont trouvé par hasard. » Le visage tout rouge, il secouait le canot de colère. « Si je m'écoutais, mon gars, je t'étoufferais là. » Une fois Didas calmé, ils ont accompagné l'homme jusqu'à la terre ferme. Puis, ils ont repris le chemin du retour en remorquant le canot. Ils naviguaient en silence depuis plusieurs minutes lorsque Venant a vu à la rencontre de deux rivières, deux provençales qui remontaient le courant. Les deux ramaient avec force. Pierre Combe, en observant Didas se reposer en fumant, lui a crié « C'est ça, mon Didas, travaille !»« Va chez le diable !» a répondu agressivement Didas. Leur gros rire a résonné sur l'eau. Mais après qu'ils se soient éloignés, Didas a dit à Venant « Lui, c'est un vrai cultivateur. 4 garçons, 4 filles, tous attachés à la terre, toujours d'accord. Ils pensent jamais à s'éloigner, le travail leur fait pas peur. » « Il vous aurait fallu des garçons de même, » a observé le survenant. « C'est ça ma grande peine. Au moins, si le dernier avait vécu. Mais Amable, lui, on peut pas compter sur lui pour prendre soin de la terre. Quand je serai mort, personne va s'en occuper. Il est pas vraiment beau chemin. Le travail lui fait peur, on dirait. Toujours fatigué ou bien découragé. Le père Antaya a tout craché. Il a pris ça de sa mère. Du côté des Antaya, il y avait juste Mathilde de travaillante. Les autres, les frères, les sœurs, tous des paresseux. Toriables. À l'âge d'Amable, j'avais le courage de travailler 12 heures par jour. Je me rappelle qu'un printemps, l'eau était montée tellement haut qu'on a dû bouger les animaux, à l'autre bout de l'île. Après, moi puis Mathilde, on s'est nourris longtemps juste avec du poisson. Le matin, j'allais à la pêche. La femme le mettait vivant dans un chaudron d'eau bouillante avec une poignée de gros sel. On le mangeait de même, sans beurre, sans épices. La première fois, on trouvait ça bon. Mais jour après jour, pendant tout un été, à la longue, l'estomac nous criait de faim. Mais on avait du cœur pour continuer à travailler. Du cœur, c'est pas ça qui vous manque. Je vous regardais tantôt quand vous étiez fâchés. Vous êtes loin d'être vieux. Vous pourriez encore élever une famille. Didas a sursauté. Se remarier, à son âge, prendre une deuxième femme assez jeune pour lui donner 1 ou 2 garçons semblables à lui, il n'y avait jamais pensé. Sous ses sourcils épais, son regard a cherché celui du survenant. Il était lisse comme un miroir, sans un clignement d'yeux, sans sourire. Inconsciemment, Didas a redressé ses épaules. On le sait bien, je suis pas des plus jeunes, mais je suis pas vieux. Arrivé au quai, pendant qu'ils attachaient les bateaux, sans lever la vue, il a dit « Je me demande quel âge a la Cayenne, elle. »« Ah, elle est proche de la quarantaine, mais sûrement pas un jour de plus. »